Bonjour à tous, bienvenue sur ce format légèrement différent de mes précédentes vidéos. Au cours de cette présentation, je vais synthétiser les différents points clés à retenir sur le syndrome de Gougerot-Sjögren. Je vais commencer par des petits rappels sur les généralités de cette pathologie, puis je vais parler de sa sémiologie, de son diagnostic, de son traitement et enfin de ses complications. Alors tout d'abord, pour ce qui est de sa définition, elle est plutôt simple, c'est une maladie auto-immune de type connectivite qui va atteindre les glandes exocrines. Histologiquement, on va pouvoir retrouver notamment une infiltration lymphoplasmocytaire au niveau de ces glandes. On va aussi qualifier ce syndrome de primaire ou secondaire selon qu'il survienne chez un patient avec des prédispositions auto-immunes ou non. Parmi les associations préférentiellement retrouvées, on peut noter l'association avec la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la sclérodermie ou la polymyosite. D'ailleurs, si au moins deux de ces pathologies coexistent chez le même patient, on va pouvoir parler de connectivite mixte ou de syndrome de Sharp. Enfin, chez les patients qui présentent un syndrome de Gougerot-Sjögren, il faut veiller à rechercher la thyroïdite auto-immune de Hashimoto, car ce sont des patients qui partagent le même terrain auto-humain, et donc il faut veiller à les rechercher. Alors l'épidémiologie est simple, mais il faut bien la retenir, puisqu'il s'agit d'une pathologie qui touche plus souvent les femmes que les hommes, et d'un âge moyen, la cinquantaine environ. Passons maintenant à sa sémiologie. Théoriquement, toutes les glandes exocrines peuvent être atteintes. Au niveau des yeux, les patients vont souvent se plaindre d'une sensation de grain de sable qui les gêne. Cette sensation est due à une sécheresse oculaire par insuffisance lacrymale. La xérophthalmie peut alors être objectivée par un test de Schirmer inférieur à 5 ml en 5 minutes ou par un break-up time inférieur à 10 secondes lors de l'instillation de fluorescéine. Attention, la principale complication à redouter est la formation d'ulcérations cornéennes dont la surinfection peut menacer le pronostic visuel. Au niveau de la sphère ORL, on parlera de xérorhinie pour la sécheresse nasale et de xérostomie pour la sécheresse buccale. La sécheresse buccale entraîne un gonflement des glandes salivaires principales et peut être objectivée cliniquement par le test au sucre. Il faut classiquement plus de 3 minutes pour humidifier totalement un morceau de sucre standard. Par ailleurs, les patients peuvent aussi rapporter des sécheresses au niveau des muqueuses génitales, une sécheresse cutanée, voire parfois un purpura vasculaire. J'attire votre attention sur une association particulière qui peut notamment être retrouvée dans le syndrome de Gougerot. C'est le syndrome de Mikulicz, qui associe une augmentation chronique du volume des glandes salivaires principales et des glandes lacrymales. Attention, ce syndrome n'est pas spécifique du Gougerot, puisqu'il peut être retrouvé dans la maladie d'Hodgkin, la sarcoïdose ou dans divers types de leucémie. Par ailleurs, il existe aussi des atteintes extraglandulaires. Nous allons progressivement passer en revue chaque organe pouvant être ciblé par le syndrome de Gougerot. Au niveau des atteintes neurologiques, et premièrement au niveau du système nerveux périphérique, on retrouvera une sémiologie de polyneuropathie axonale symétrique ou des mononévrites multiples. Au niveau du système nerveux central, on retrouvera des myélites, des méningites, des tableaux d'épilepsie et parfois jusqu'au syndrome extrapyramidal. On peut également trouver des troubles psychiatriques. Au niveau pulmonaire, l'atteinte du Gougerot se manifeste principalement par une pneumopathie interstitielle non spécifique lymphocytaire. Cela se traduira aux examens
par un trouble ventilatoire restrictif qui augmente rapidement, avec au niveau scanographique des infiltrats bilatéraux au niveau des bases pulmonaires et au niveau du prélèvement de liquide broncho-alvéolaire, une alvéolite lymphocytaire. Cette forme d'atteinte pulmonaire de la maladie de Gougerot est très corticosensible. Au contraire de la deuxième forme que peut causer le syndrome de Gougerot au niveau des poumons, qui est la fibrose pulmonaire idiopathique. Cela se traduira au niveau scanographique par un syndrome réticulonodulaire, une fibrose diffuse et une alvéolite à polynucléaire neutrophile au lavage broncho-alvéolaire. La FPI est très corticorésistante. Le syndrome de Gougerot peut aussi atteindre les reins. Effectivement, le plus souvent, cela se manifestera par une néphropathie tubulo-interstitielle chronique qui, au niveau biologique, se traduira par une acidose tubulaire distale de type 1, avec notamment une hypokaliémie. L'atteinte néphrologique peut particulièrement aboutir à une néphrocalcinose dans les cas les plus extrêmes. L'atteinte rhumatologique se traduit par des arthrites, plus ou moins oligo- ou polyarthrites, et notamment l'association, vous vous le rappelez, avec la polyarthrite rhumatoïde. Au niveau des radiographies, nous trouverons beaucoup d'érosion, et la forme rhumatologique est très corticosensible. Et puis au niveau des autres atteintes, un peu plus anecdotiques, on retrouvera souvent un syndrome de Raynaud associé, des polyadénopathies, une splénomégalie ou des vascularites cutanées dues à la xérodermie. Pour le diagnostic, je vous passe un peu les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire une biopsie, notamment celle des glandes salivaires accessoires, qui permettra le calcul du score de Chisholm et Masson. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce score, il va quantifier l'infiltrat lymphoplasmocytaire des glandes exocrines, et notamment les glandes salivaires accessoires. Si ce score est supérieur ou égal à 3, alors on va pouvoir opter pour un diagnostic de maladie de Gougerot. Lorsqu'on fait le diagnostic de maladie de Gougerot, c'est un peu comme toutes les maladies, il faut essayer de faire un bilan d'extension, et notamment dans ce cas, c'est le bilan d'extension des maladies auto-immunes. Donc on fait une électrophorèse des protéines plasmatiques, qui retrouvera une hypergamma-globulinémie polyclonale, et on peut doser le facteur rhumatoïde pour chercher une polyarthrite rhumatoïde associée, et plus ou moins les anticorps antinucléaires. Pour les anticorps associés à la maladie de Gougerot, il faut bien retenir que c'est les anti-SSA et anti-SSB. Alors, on dit que les anti-SSA sont plus sensibles et SSB plus spécifiques de la maladie. Mais on n'a pas forcément les deux anticorps présents à chaque fois. Là, dans le tableau présent juste en bas, vous pouvez voir que dans un tiers des cas, on n'aura que des anticorps anti-SSA, dans un tiers des cas, que des anticorps anti-SSB, et puis dans un tiers des cas, les deux types d'anticorps. Enfin, pour le traitement, on aura les traitements symptomatiques d'une part et les traitements spécifiques d'autre part. Les traitements symptomatiques visent à améliorer le confort et la vie quotidienne des patients. Il passera notamment par des larmes artificielles au niveau ophtalmologique et par des sialagogues, des bonbons acidulés, notamment de l'hydratation avec de l'eau gazeuse. On peut aussi conseiller de mâcher des noyaux de cerise pour favoriser la sécrétion et la stimulation des glandes salivaires.
Un traitement spécifique peut viser à soulager des symptômes douloureux de cette maladie, notamment au niveau articulaire. On favorisera le Plaquenil, voire le méthotrexate dans certains cas. Et pour les formes extra-articulaires, souvent, ce sera la corticothérapie, sauf si on est dans le cas d'atteinte cortico-résistante. Et là, on pourra utiliser des immunosuppresseurs, le cyclophosphamide étant l'immunosuppresseur de choix dans cette pathologie. Voilà, je ne pouvais pas terminer ce diaporama sans parler de la complication majeure du syndrome de Gougerot, c'est l'évolution lymphome de haut grade, le lymphome non-hodgkinien de la zone marginale. Alors, il est à rechercher systématiquement si on a une augmentation de la taille des glandes salivaires, notamment de façon asymétrique, avec la glande parotide qui sera la glande la plus souvent atteinte, si on a une polyadénopathie ou une splénomégalie d'apparition rapide. Cette évolution au lymphome est d'autant plus fréquente que les patients sont sous traitement immunosuppresseur. Elle peut être dépistée par l'électrophorèse des protéines plasmatiques qui verra apparaître un pic monoclonal, notamment dans les bêta-2 microglobulines. L'apparition d'une cryoglobulinémie de type 2 peut aussi faire suspecter cette évolution